Salut, du coup, dans ce topo, on se propose de parler de la question de l'Europe des frontières et en quoi les frontières sont une arme du capitalisme contre le camp des travailleurs. Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'actualité, on parle beaucoup d'une certaine loi Darmanin ou des lois d'immigration, bref, on peut l'appeler encore d'autres manières, mais en tout cas une énième loi qui vise à limiter encore très largement les droits d'une immigration pourtant déjà très traquée et surveillée. C'est une loi qui se propose d'accepter des travailleurs étrangers lorsqu'on peut les exploiter dans des métiers que par ailleurs presque personne d'autre ne veut occuper, avec les visas de travail pour les métiers en tension. On a cette envie de faire le tri entre les bons migrants, ceux qui viennent répondre à une demande très concrète dans un secteur en tension, ceux qui sont des réfugiés politiques, ceux qui sont très diplômés, et puis après on a les méchants migrants économiques qui veulent tous nous submerger comme ça pour venir profiter de notre magnifique modèle social et économique. Cette loi, elle promet aussi une remise en cause des droits des personnes étrangères, des aides sociales qui sont déjà très très réduites, des délais supplémentaires vraiment conséquents pour accéder à des APL, pour accéder au RSA, etc. Caution de retour pour des étudiants étrangers, parce que quand même, il ne faudrait pas qu'ils restent. Et puis, préférence nationale, qui jusque-là était principalement le cheval de bataille des partis politiques d'extrême droite. Pour ce sujet-là, en tout cas, il semble qu'aujourd'hui, le gouvernement macroniste, comme le RN, tombe, ça tombe bien, quoi, assez d'accord pour opprimer les immigrés, taper sur les travailleurs immigrés, au nom de la lutte contre l'extrême droite, bien sûr, parce que tout ça, c'est pour ne pas laisser ne pas perdre son électorat au profit de l'extrême droite. Encore plus récemment, on a Darmanin qui nous a parlé de supprimer le droit du sol à Mayotte. Toujours pareil, il y a trop de Comoriens qui viendraient à Mayotte pour obtenir la nationalité française et puis profiter de notre système si généreux. Pourtant, il semblerait que les problèmes évidents de pauvreté ou d'insuffisance du système de santé à Mayotte sont plutôt liés à un État qui méprise les Mahorais anciennement juste colonie, plutôt qu'à un problème d'immigration hypothétiquement incontrôlé. Avec les élections européennes qui arrivent cette année dès le mois de juin, élection où le Rassemblement national est quand même habitué à faire des plutôt bons scores, et dans le contexte actuel, comme on a pu l'évoquer ce matin, de monter un peu dans l'air du temps de certaines idées d'extrême droite. Et donc jusqu'à ces politiques répressives actuelles du gouvernement contre l'immigration, on a un besoin très certainement aujourd'hui d'aller affirmer nos idées révolutionnaires, y compris dans cette campagne à venir, et de faire entendre dans cette campagne une voix des travailleurs, une voix internationaliste qui demande l'ouverture des frontières.
Et le topo, en tout cas, se propose de contribuer à cette demande-là, à ces idées-là. Et voilà quoi, c'est ce qu'on veut promouvoir. Donc, tout d'abord, sur le rapport assez intime qui s'est développé entre le capitalisme et les frontières. Faut quand même se remettre dans le contexte. Il y a quelques siècles de ça, en France, on n'a pas de notion de nationalité française. D'ailleurs, ce qu'on appelle la France, enfin, je vous apprends rien, ça a quand même beaucoup bougé au fil du temps. Donc la France, elle est longtemps une entité composée de multiples populations qui en fait ne parlent pas la même langue, parfois ne partagent même pas les mêmes unités de mesure, et donc en fait qui est un étranger, c'est en fait ça peut être une personne qui vient de 100 km plus loin et pas forcément une personne qui viendrait d'un autre continent, qui viendrait d'un autre pays. En fait, l'étranger, il peut se situer finalement assez près. Il n'y a pas de notion très claire d'une identité française. Les premiers documents d'identité, ils sont créés sur mesure pour les travailleurs d'autres pays en 1893. Ça prend la forme d'un certificat attestant de l'adresse de ces travailleurs et qui doivent avoir sur eux en permanence pour pouvoir justifier de leur domicile sous peine d'expulsion. Mais c'est quand même une époque où la police elle-même, qui est censée donc appliquer ces règles de surveillance de ces documents pour les travailleurs étrangers, ne comprend même pas vraiment qui elle est censée pouvoir qualifier d'étranger. Voilà, encore une fois, mais si la personne vient d'une autre région, est-ce que c'est pas un étranger aussi Et puis c'est quand même une époque où déjà le patronat qui a bien besoin d'un maximum de main-d'œuvre dans ces industries. Je trouve ça quand même peut-être un peu dur d'avoir des restrictions comme ça liées à cette identité. Oui, parce que du coup, au XIXe siècle, avec bien sûr toute l'industrie, on a énormément besoin de main-d'œuvre et donc également de travailleurs immigrés qui, par ailleurs, sont très fortement mis en concurrence dans une logique où, de toute façon, c'est dans l'intérêt des patrons de mettre un maximum en concurrence tous les travailleurs entre eux. Ça contribue quand même des fois à faire monter des sentiments de xénophobie entre les ouvriers divisés. On a déjà un très triste exemple de ça, donc dès cette même année, 1893, vous avez peut-être, probablement déjà entendu parler du pogrom d'Aigues-Mortes ou massacre d'Aigues-Mortes. Donc, dans les marais salants d'Aigues-Mortes, dans la Camargue, travaillent des Français, mais aussi des Italiens. Et puis donc, suite à une rumeur que des Italiens auraient tué un Français lors d'une bagarre, et ben en fait, c'est des centaines de travailleurs français qui vont prendre des armes et puis qui vont pendant plusieurs jours en fait pourchasser les Italiens pour les tuer, puisque donc les Italiens seraient là pour s'en prendre en Français, en fait, on voudrait aux Français. Donc bon, c'est un peu vieux et il n'y a pas eu énormément donc on connaît pas le bilan exact. Ça diffère aussi selon les sources et tout. Moi j'ai trouvé une source qui disait une centaine de victimes en cumulant morts et blessés. Donc chez ces Italiens, en tout cas il y a des morts, hein, ça c'est certain. Et donc suite à ça, en plus, la compagnie qui les emploie dans ces marais, la compagnie des Salins du Midi, eh bien prend la décision de licencier tous les travailleurs italiens, du coup, parce que ça pose un peu trop de problèmes, tout ça. Et donc,
on balaie un peu ce massacre tranquillement. En France, on a été pendant un bon moment et jusqu'à aujourd'hui encore une terre d'émigration. Bien sûr, il y avait donc les départs de personnes pour aller ça en France, mais plus généralement en Europe, plus en Europe en fait, les départs aux États-Unis, les migrants irlandais, etc. Tout plein d'Européens qui vont peupler les États-Unis, mais aussi voilà en Europe, en France, les personnes qui vont habiter les colonies. Et bon, de ces temps-là à nos expatriés d'aujourd'hui, en fait, faut pas oublier non plus que l'immigration, c'est pas dans un seul sens, et que en réalité, voilà, en fait, les Européens, les Français, ils bougent aussi, ils migrent aussi, même si voilà, ils ont ce luxe, sans doute parce qu'ils sont blancs ou riches ou les deux, de pas être qualifiés d'immigrés. En parallèle de ça, il y a tout de même ces importantes immigrations dont on a plus entendu parler, qui ont lieu en France, donc des immigrés d'origine italienne, polonaise, portugaise, algérienne. C'est des personnes qui viennent aussi pour beaucoup des anciennes colonies qu'on a pu avoir, qui sont directement touchées par les conséquences du colonialisme, de l'impérialisme, et donc appauvries par l'Occident. Donc la décision de migrer, elle est liée à la fuite d'une misère économique dont les capitalistes en fait sont responsables quand c'est pas carrément des personnes qui fuient des guerres bien souvent déclenchées ou alimentées par des intérêts impérialistes. Dans ce contexte-là, d'immigration importante qui va durer, qui va bien s'étaler, où cette immigration, trouve très bien sa place pour réjouir les patrons et faire tourner un maximum l'économie. Les patrons assument complètement leur satisfaction de cette main-d'œuvre étrangère qui est disponible en abondance, qu'ils peuvent facilement faire venir, et puis auxquels ils prêtent même parfois des qualités particulières absolument racistes pour le travail. Mais en 1973, on a une crise économique. Et suite à ça, avec une économie qui se porte moins bien, arrive donc du chômage. À ce moment-là, bien sûr, les patrons qui ont donc moins de possibilités d'emploi à faire tourner ne sont plus tant que ça intéressés en fait par la main-d'œuvre étrangère. Donc ça va finalement, maintenant qu'on les a exploités quand on en avait besoin, là, ils ne nous intéressent plus. Et puis donc ça va être un début progressif, mais qui va monter en puissance en fait de discours anti-immigration qui permettent donc à la fois de reléguer une main-d'œuvre qui n'intéresse plus le patronat, mais aussi et surtout, notamment pour les politiques et pour le gouvernement, d'accuser les immigrés supposément donc d'une situation de chômage, ce qui est bien pratique, de trouver comme ça une cible à désigner plutôt que de remettre en question quelles seraient les causes réelles du chômage et quelles politiques on pourrait prendre concrètement pour y remédier. Donc on a vraiment cette idée que le capitalisme en fait et le patronat il joue très largement de la question des frontières, de qui peut rentrer ou pas et comment et sous quelles conditions pour tout simplement faire tourner son économie de manière optimale en trouvant toujours plus de personnes à exploiter et puis finalement à jeter quand on n'en a plus besoin. Dans un autre registre, mais juste pour montrer que vraiment il y a plein de manières de se faire des sous sur le mauvais traitement des immigrés. C'est quand même intéressant de penser
qu'on a plein de sociétés privées aujourd'hui en Europe qui gèrent les expulsions des personnes arrêtées aux frontières de l'UE, qui vont être payées pour faire de la surveillance par drone aux frontières, qui vont être payées pour faire pour construire des centres de rétention. Il y a des gros groupes impliqués, etc. Et en fait, tout ça, c'est aussi un business. Et donc, c'est aussi une manière de se faire du profit directement sur la traque, sur l'enfermement, sur le déplacement forcé de vie humaine. Donc voilà, juste pour ce petit détour par ce registre-là pour montrer que décidément le capitalisme se nourrit des frontières de plein de façons tout à fait variées. Je suis sûre qu'on pourrait tout à fait en explorer d'autres. Pour faire un petit point un petit peu plus précisément sur les politiques migratoires en France dernièrement, et surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale à peu près. Déjà, sous le régime de Vichy, on a quand même cette décision intéressante d'envoyer donc les chômeurs étrangers pour travailler de force en Allemagne. Donc voilà, juste pour avoir aussi cette perspective de personnes qui quittent la... peu importe. Et après la guerre, on a assez rapidement après guerre un office national de l'immigration qui est créé par le gouvernement, qui commence quand même à entendre résonner auprès de lui des petites logiques racistes. Et donc, se trouve soudainement une volonté, un besoin de trier quand même les migrants, notamment par origine, par pays, par race aussi directement, dans la vision de certains, mais ce ne sera pas forcément directement formulé, mais dans les conseils donnés, etc. Mais bon, le truc, c'est qu'à ce moment-là, le patronat, lui, il a quand même vraiment, vraiment besoin de main-d'œuvre étrangère, et donc c'est vraiment pas une politique qui lui convient, en fait. Donc à ce moment-là, non seulement il se permet de contester ces velléités du gouvernement, mais en fait surtout il contribue, le patronat, à faire venir très largement, très massivement des migrants, des fois quasiment de leur village ou ville d'origine à l'usine, en allant directement en fait les chercher dans leur pays pour les faire venir en France, pour aller chercher directement donc les travailleurs dont ils ont besoin. Et à ce moment-là, le gouvernement il n'est pas non plus là pour s'opposer aux patrons, aux grosses entreprises. Donc en fait, les migrants, une fois qu'ils sont sur place et qu'ils travaillent, ils sont régularisés. En 1974, suite à la crise dont j'avais parlé précédemment, on a Valéry Giscard d'Estaing qui décide de suspendre l'immigration extra-européenne. Après ça reste selon les critères que j'avais déjà évoqués, on a toujours des migrants qui sont quand même plutôt mieux que d'autres. Donc, on suspend l'immigration européenne, mais bon, sauf bien sûr, quand il s'agit de migrants qualifiés ou alors de travailleurs saisonniers pour lesquels la demande est toujours concrète. Et puis, un peu plus tard, lorsque Mitterrand arrive au pouvoir, il commence par prendre des mesures, des petites mesures plutôt favorables, plutôt arrangeantes. Il y a des régularisations qui sont faites, à plusieurs reprises, de travailleurs étrangers, etc. Mais c'est quand même une période, les années 80, où par ailleurs les idées xénophobes explosent, font du score au niveau électoral. C'est là que Jean-Marie Le Pen se met à exploiter ce filon. Et donc, suite aux accusations de laxisme de la droite sur l'immigration, en fait,
en fait, le gouvernement Mitterrand va même pas faire semblant et puis va directement repasser sur des politiques répressives, sur un rétablissement des contrôles aux frontières, sur la création de nouveaux centres de rétention, etc. Et en fait, ces politiques-là qui sont lancées à cette époque, en fait, c'est très largement constitutif de la manière dont on traite l'immigration encore aujourd'hui, où en fait, suite à ça, on a encore toute une série de lois qui viennent toujours aggraver en fait ces principes-là de contrôle aux frontières, de vouloir filtrer les migrants, décider qui a le droit de rentrer ou pas, qui est souhaitable ou pas sur le territoire français. Et donc, voilà, et puis toujours plus de centres de rétention, hein, bien sûr, évidemment. Voilà, et puis donc c'est dans cette continuité-là, en fait, super concrète, que s'inscrit la loi Darmanin qu'on va un peu plus développer. Ouais. Non, mais du coup, on a un peu vu que là, les politiques migratoires, en fait, qui ont été menées, en fait, elles sont taillées vraiment sur mesure pour le patronat. Et c'est clairement le cas pour la loi immigration de Darmanin qui a été promulguée il y a 3 semaines maintenant. Alors c'est vrai que on en a déjà un peu parlé pendant le plénier ce matin, mais c'est quand même important de revenir dessus entre les amendements qui sont passés ou pas au Conseil constitutionnel, pourquoi, mais surtout comprendre en fait en quoi ça constitue une attaque grave en fait contre toute une partie de notre camp social. Bon, déjà, dès la proposition du texte de loi, il y a les Républicains et le Rassemblement national qui ont un peu fait la course aux amendements les plus réactionnaires, quoi, et répressifs. Donc voilà, qui en a parlé. Il s'agissait de la préférence nationale, de l'instauration de quotas migratoires, de grosses attaques contre les étudiants étrangers, l'exigence d'une certaine durée de séjour pour accéder aux allocations sociales, le durcissement du regroupement familial, mais aussi la restriction d'accès à l'aide médicale d'État pour passer à une aide médicale d'urgence seulement. Hein. Donc c'est seulement aux portes de la mort ou alors en cas de grossesse que tu pourrais du coup accéder aux urgences, aux hôpitaux, quoi, à des soins médicaux de base. Mais aussi, dans les amendements, il y avait la proposition de rétablir le délit de séjour irrégulier, qui en gros vise à criminaliser d'autant plus les sans-papiers, quoi. Et donc, voilà, le Conseil constitutionnel, il a censuré les amendements du Rassemblement national et des Républicains qu'on a cités là. Mais en fait, le rejet de ces amendements n'est pas forcément une victoire, quoi. Parce qu'en fait, déjà, s'ils ont été rejetés, c'est non pas au motif qui serait anticonstitutionnel, mais en fait sur le motif que ça a rien à voir avec le projet de loi de base. Et donc en fait il faut qu'on s'attende à ce que en fait très rapidement tous ces amendements qui ont été proposés là en fait ils soient passés en fait dans une autre proposition de loi. Et en fait, le Conseil constitutionnel, surtout, il valide tout le projet de loi initial qui vise à faciliter les expulsions, les OQTF. Alors, les OQTF, c'est les obligations de quitter le territoire français, de supprimer les protections pour les étrangers arrivés en France avant l'âge de 13 ans, qui avant bénéficiaient en fait, d'un certain recours, quoi, à pas forcément subir l'OQTF en fait. Et le cœur de cette loi, en fait, c'est de faire travailler. C'est de faire des travailleurs immigrés des travailleurs en fait malléables, corvéables à merci, capables de boucher en fait les trous sur le marché du travail dans les tafs les plus précaires et les plus dangereux où le patronat en fait a du mal à trouver de la main-d'œuvre actuellement, quoi. On a beaucoup parlé de la restauration fut un temps où il y avait une grosse manque de main-d'œuvre, mais il y a aussi le BTP et tout. Et en fait, tous les travailleurs sans papier des métiers dits en tension pour la bourgeoisie et pour Darmanin, en fait, ils pourront avoir une carte de séjour, c'est vrai, mais une carte de séjour temporaire, bien entendu. Donc, c'est-à-dire en fait que ils vont faire ils vont régulariser les travailleurs immigrés seulement en temps voulu quand c'est arrangeant en fait sur le marché du travail, quoi. Donc ça c'est une première chose. Donc ça veut dire qu'ils vont être tantôt exploités, tantôt placés en centre de rétention administrative, les CRA. Et cette loi en fait, elle renforce aussi la place des préfets pour choisir ou non d'accorder en fait un titre de séjour à quelqu'un. Maintenant en fait, c'est les préfectures qui vont pouvoir un peu faire comme ça arbitrairement, oui ou non, selon quel critère ou quoi.
Il y a aussi les travailleurs des plateformes type Deliveroo ou Uber Eats qui sont durement attaqués par cette loi, puisqu'en gros le statut d'auto-entrepreneur, parce que oui, t'es auto-entrepreneur quand t'es livreur Deliveroo quoi, en fait ce statut-là, il va être conditionné à une carte de séjour spécifique. Donc donc maintenant en fait en plus pour avoir les cartes de séjour comme les cartes pluriannuelles, parce qu'en fait, il existe volontairement, c'est plein de cartes de séjour différentes selon ta situation, la spécificité et tout. En fait, va falloir attester d'un certain niveau de français pour la conserver. Et maintenant, pour une carte de résident, il faut un niveau B1 minimum. Tout étranger aussi devra, au moment de sa régularisation, signer un contrat d'engagement au respect des principes de la République. Et bien entendu, encore une fois, ce seront toujours les préfectures qui pourront choisir arbitrairement quelle infraction, du coup, revient sur cet engagement-là, quoi. Parce que c'est quoi l'infraction, en fait, qui revient sur les principes de la République, en fait. Est-ce que c'est griller un stop? Enfin, je sais pas. Mais les préfectures, elles pourront arbitrairement, en fait, justifier de retirer le titre de séjour. Comme si ça suffisait pas, il y a de nouveaux motifs de refus de régularisation qui sont créés et qui comprennent certaines infractions et fraudes documentaires. Les étrangers en France, depuis longtemps, du coup, ils vont être beaucoup plus facilement expulsables, quoi, à cause de ces nouveaux motifs, quand bien même, peu importe en fait leur situation familiale, leur emploi ou quoi. Voilà. Et aussi, la loi, elle va aussi conditionner l'attribution de visas à l'autorisation des consulats des États étrangers. Donc ça veut dire que si le consulat de ton pays à l'étranger, il est pas d'accord pour que tu aies un titre de séjour en France, en fait c'est foutu quoi. Voilà, il y a aussi la création d'un fichier de mineurs isolés. Enfin bref, c'est tout ça pour dire que même sans les amendements du RN et des Républicains, cette loi en fait, elle constitue toujours des attaques majeures sur toute une partie de la classe ouvrière. Car oui, en fait, les immigrés, ils font largement partie de la classe ouvrière. Et en fait, c'est aussi les travailleurs les plus exploités et les plus mal payés, accompagnés de toute une musique raciste de plus en plus présente parmi les membres du gouvernement et bien mise en avant aussi par les médias bourgeois. Mais faut un topo complet en fait sur le racisme pour ça. Mais en tout cas, voilà, cette loi immigration, elle acte en fait des reculs importants sur le droit d'asile, alors même que la France, elle refuse 70% des demandeurs d'asile, quoi. C'est le taux le plus élevé pour les pays européens. Et en fait, tout cet épisode parlementaire là, il démontre encore une fois que c'est pas en fait dans ces institutions qu'on peut gagner des combats et qu'on va pas avoir d'autre choix en fait que de nous mobiliser pour reprendre tout ce qui vient de nous être arraché quoi. Et du coup, Kinina, on l'a abordé un peu dans l'intro, mais c'est vrai que Darmanin s'est récemment rendu à Mayotte, colonisée par la France en 1843, pour y annoncer la future suppression du droit du sol pour les enfants nés à Mayotte de parents étrangers, ainsi que surtout une seconde opération Wambushu qui avait déjà été lancée en avril dernier, qui consistait en gros à détruire de nombreuses habitations et à réprimer en fait très durement la population à coups de CRS et de GIGN qui ont été déployés très largement à Mayotte, quoi. Et bref, tout ça pour dire que le gouvernement il entre dans une offensive extrêmement claire et en fait tout ça pave la voie également à l'extrême droite. Hein. Mais en tout cas, nous on pense que si c'est les immigrés en fait qui sont les éternels boucs émissaires des gouvernements en temps de crise et qui sont en première ligne en fait de cette offensive, c'est bien toutes et tous ensemble que nous on doit riposter aussi quoi. Là, on va aussi aborder en fait toute la question de la répression des migrants et migrantes au niveau des frontières, parce que bien évidemment, pour faire respecter toutes ces politiques migratoires, tous les moyens sont bons. Donc la répression, elle s'accentue. En France, ça passe par le harcèlement et la traque aux sans-papiers constantes, des politiques de plus en plus répressives. C'est pas rare de voir des images de flics qui tabassent des migrants, qui lacèrent des tentes, des camps de fortune, quoi. Et cette traque, elle se matérialise aussi à travers les centres de rétention, qui sont en fait des prisons où les migrants et migrantes, en attente d'expulsion vers leur pays dont ils ont la nationalité, en fait, subissent des conditions de vie ignobles, quoi. D'autant que le temps de séjour autorisé
Ancra n'a cessé d'augmenter sous l'impulsion de Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon qui est mort récemment, qui a fait passer ce temps de 45 à 90 jours. Voilà. Et le nombre de détenus en CRA a triplé en moins de 20 ans. Hein. On est passé de 14 000 en 1999 à plus de 45 000 en 2018. J'ai pas regardé les chiffres d'aujourd'hui, mais ce serait intéressant de voir. En tout cas, voilà. Et au niveau européen aussi, voilà, il y a une coopération internationale entre les États qui s'est mise en place. La bourgeoisie sait très très bien s'organiser à l'échelle internationale. C'est le cas du coup avec l'Union européenne qui se dote en fait de sa propre police aux frontières qui s'appelle Frontex et qui est une agence qui bénéficie d'ailleurs du plus important financement en Europe, qui n'a cessé d'augmenter depuis sa création. On était à 6 millions d'euros en 2005, 89 millions d'euros en 2012 et aujourd'hui on est à plus de 870 millions d'euros. Et c'est accompagné aussi d'effectifs de plusieurs milliers de gardes frontières qui devraient atteindre les 10 000 personnes en 2027 selon la volonté de l'Union européenne. Et il y a aussi entre des pays de l'Union européenne et des pays extérieurs, pareil quoi, c'est le cas comme entre l'État espagnol et le Maroc. En effet, du coup, il y a l'État espagnol en fait qui possède la seule frontière terrestre entre l'Union européenne et le continent africain à travers l'enclave de Melilla, située au Maroc. Du coup, en fait, c'est une ancienne conquête coloniale espagnole. Et en fait, à cette frontière, il y a une double clôture de 6 mètres de haut qui sépare du coup l'espace Schengen du continent africain. Parce qu'en fait, chaque année, du coup, ça fait qu'il y a des dizaines de milliers en fait de migrants et migrantes de toute l'Afrique qui cherchent à traverser en fait cette frontière pour entrer en Europe. Et face à ça, l'État espagnol et le Maroc sont en étroite relation pour pouvoir réprimer toutes celles et ceux qui tenteraient de traverser. Par exemple, en juin 2022, il y a eu 2000 migrants et migrantes qui ont tenté d'escalader ce rideau de fer et qui ont été réprimés dans le sang en fait par les gardes frontières marocains en collaboration avec la Guardia Civile espagnole. Et le bilan de cet événement, c'est de 24 morts et 77 disparus. Alors évidemment, la responsabilité des forces de l'ordre du Maroc et de l'État espagnol a été mise en évidence par une enquête de la BBC, mais face à ça, en fait, il y a Pedro Sánchez, donc le président de l'État espagnol, qui est le chef du gouvernement PSOE Unidad Podemos, autoproclamé gouvernement le plus progressiste de l'histoire de l'Espagne, qui continue de soutenir sa police, où il dénonce en fait la violence des migrants et migrantes et soutient la politique de l'Europe forteresse, en privilégiant ses relations avec le Royaume du Maroc sur la vie de plusieurs dizaines de migrants et migrantes. Voilà. Alors, c'est pas trop nécessaire, je pense, de débunker les arguments de l'extrême droite sur les migrants et migrantes en fait qui viendraient en France pour les allocs ou pour nous grand remplacer. Mais c'est quand même important de rappeler que c'est bien la domination coloniale et néocoloniale en fait qui est souvent la première cause de migration vers l'Europe. Par exemple, on peut dire que le partage du Moyen-Orient entre la France et le Royaume-Uni au début du XXe siècle a joué un rôle dans la guerre en Syrie qui a débuté en 2011, où s'affrontent différents groupes politiques, mais aussi ethniques et culturels comme les Kurdes. Et ce conflit a causé le déplacement de la moitié de la population et 5 à 6 millions de Syriens, soit le quart de la population qui a dû quitter le pays. Alors, les causes des migrations, c'est pas toujours des conflits armés. Dans d'autres cas, il y a la question aussi de la difficulté à trouver un emploi ou du manque de perspectives économiques. Parce qu'en fait, la spoliation des biens, des ressources des pays colonisés, en fait, elle réduit le plus souvent les populations à ne pas travailler ou à être privées en fait de leurs terres, notamment dans le cas de paysans, et donc à pas pouvoir nourrir sa famille, ce qui pousse souvent en fait les jeunes à quitter leur pays d'origine. Mais dans les années à venir, voire même dès maintenant, en fait, il y a un nouveau phénomène qui va s'agréger à tout ça. C'est le réchauffement climatique, puisque en fait certaines régions du monde vont devenir tout simplement inhabitables, que ce soit à cause des chaleurs étouffantes ou bien à cause de l'accélération des catastrophes naturelles dans des régions du monde comme l'Asie du Sud-Est et finalement aussi à cause de la montée des eaux causée par la fonte des glaces.
Par exemple, actuellement, il y a plus de neige en Himalaya, quoi. 7000 mètres d'altitude, ça neige plus. C'est pas normal. Et donc, ça veut dire qu'il y a 3 pays, l'Inde, le Pakistan et l'Afghanistan, qui risquent d'être privés de toute l'eau douce, quoi, qu'ils ont en provenance des glaciers qui, de base, se situaient en Himalaya, quoi. Et en fait, ces glaciers, c'est la source d'eau potable pour 1,9 milliard de personnes en Asie, soit 24% de la population mondiale. Donc voilà, enfin, très clairement, il va y avoir ce qu'on appelle des réfugiés climatiques. Il y a même le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui dit qu'il y aura 260 millions de réfugiés climatiques en 2030 et jusqu'à 1,2 milliard de personnes qui seront réfugiés climatiques en 2050. Voilà. Donc face à cette situation, on peut pas se contenter de constater en fait la catastrophe et de voir en fait les migrants et migrantes mourir aux frontières. En fait, il faut agir dès maintenant et revendiquer l'accueil inconditionnel de tous les migrants et l'ouverture des frontières. Et en fait, ces revendications, elles sont étroitement liées à la lutte contre le système capitaliste. C'est pourquoi nous, on pense en fait que c'est essentiel de les exiger dans une perspective de lutte de classe, parce qu'en fait, on ne pourra pas résoudre cette question-là sans s'attaquer aux racines même du capitalisme, quoi. Du coup, pour parler un peu, la question un peu qui se pose à notre classe sociale aujourd'hui, c'est quelle perspective on peut se donner face à tout ça. Déjà, nous, on pense que la classe ouvrière, elle connaît pas de frontières et que c'est essentiel déjà d'en finir en fait avec les préjugés racistes et xénophobes qui existent encore dans notre propre classe. Et pour ça, tout simplement, c'est essentiel de se doter de revendications très claires, quoi. L'accueil sans condition de tous les migrants et migrantes dans de bonnes conditions, la régularisation de tous les sans-papiers, en fait, travailleurs ou non. Nous, on fait pas cette distinction, et l'ouverture des frontières, quoi. Et comment on fait pour faire un peu entendre ces revendications? C'est nécessaire de participer aussi aux mobilisations nationales ou internationales ou locales de solidarité avec les migrants et migrantes, contre le racisme, etc. En vrai, il faut aussi se solidariser en fait aux grèves de sans-papiers qui sont menées, parce que en fait, face aux attaques contre les sans-papiers, notre classe sociale ne reste pas vraiment les bras croisés, quoi. En tout cas, ces dernières années nous prouvent le contraire, puisqu'il y a régulièrement en fait des grèves de travailleurs sans papiers. Notamment, une des plus importantes, ça a été celle des sans-papiers de la mairie de Sèvres dans le 92 en 2019, où en fait ces grévistes qui travaillaient en tant qu'agents de nettoyage à la mairie revendiquaient leur régularisation, et pour ça en fait ils demandaient à la mairie de leur fournir les documents nécessaires pour être régularisés, et au bout de 14 mois de grève, ils ont enfin réussi à obtenir ces documents et à être régularisés. Et en fait ce mouvement-là, il a permis en fait de mettre au jour leurs terribles conditions de travail et d'exploitation de la part en fait de l'entreprise qui les employait. Par exemple, c'était impossible pour eux de prendre des vacances. On leur demandait de travailler sous une fausse identité. Ils faisaient des heures supplémentaires pas payées. Et en fait, les patrons de ces entreprises-là ont très bien compris que les travailleurs sans papier, c'était une main-d'œuvre hyper exploitable, quoi, où tu peux tirer le plus de profit possible, parce que ils ont aucun droit, quoi. Et en fait, cette grève-là, mine de rien, elle a encouragé d'autres sans-papiers à se mettre en grève également, comme celle des travailleurs de Chronopost à Alfortville, qui avait permis une première fois entre juin 2019 et juillet 2020 à 27 sans-papiers d'être régularisés, et puis 46 autres par la suite. Plus récemment, il y a eu la grève des travailleurs d'Emmaüs, où à Lille, par exemple, le site il a été bloqué pendant plusieurs mois en fait pour dénoncer les conditions de travail invivables, avec un chantage de la part de la direction d'Emmaüs au renvoi au pays d'origine, quoi. En gros, on leur disait mais en fait, t'as pas intérêt à demander des droits, sinon on va déclarer que t'es sans papier, quoi, et tu vas devoir retourner dans ton pays d'origine. Et en fait, cette grève, elle a été rejointe par des sans-papiers de 4 autres sites de la région, ce qui a permis en fait de mettre au jour là également encore les conditions de travail et de vie assez abusives, quoi. Et en fait, nous on pense que c'est assez essentiel de soutenir de manière active en fait ces grèves-là qui existent pour faire entendre nos mots d'ordre, nos revendications, et pour faire en sorte qu'elles soient victorieuses, quoi. Parce qu'en fait, c'est aussi par ces mobilisations et par l'auto-organisation en fait des travailleurs et des travailleuses, avec ou sans papier,
que en fait on peut se donner confiance pour porter en fait des revendications communes quoi, pour faire reculer en fait les politiques anti-migrants et à gagner des nouveaux droits quoi, pour l'ensemble des migrants. Voilà. Il y a un autre aspect aussi là-dedans, c'est la nécessité en fait d'avoir une politique internationale et une politique internationaliste. Déjà, on a un peu vu là, notamment avec Frontex, l'Union européenne et tout, les capitalistes, eux, ils sont très bien organisés de manière mondiale, quoi. Déjà avec la division internationale du travail, mais aussi avec plusieurs instances en fait qui lui permettent très concrètement de s'organiser, comme la Banque mondiale, l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne, tout ça. Et à travers ces organisations, les États ils peuvent maintenir le système, y compris les frontières, et contrôler les flux migratoires. Et c'est pour ça que pour renverser le capitalisme et en finir avec les frontières, il y a qu'un seul moyen, c'est la révolution mondiale, et qu'en fait notre classe sociale, elle aussi en fait s'organise à l'échelle internationale, parce que c'est le seul moyen face à la classe de la bourgeoisie qui est organisée à l'échelle internationale, de nous-mêmes s'organiser à cette échelle-là, quoi. Et en fait, c'est un peu ça que, la question de la révolution mondiale, c'est ce que Trotsky il développe dans le livre Bilan et perspective, mais aussi dans La Révolution permanente, qui sont des ouvrages en fait qui reviennent sur les expériences des révolutions précédentes. En fait, pour lui, il y a un truc qui s'appelle le développement inégal et combiné, et ça rend nécessaire la construction de la révolution au niveau mondial, parce que en fait une révolution elle pourrait tout aussi bien éclater dans un pays dit développé que dans un pays dit en développement. Alors le développement inégal et combiné, c'est déjà un développement inégal, donc c'est-à-dire que le capitalisme il se développe de manière très inégale selon les pays, mais il y a aussi des accélérations, des ralentissements ou même des reculs brutaux, par exemple en cas de guerre, quoi. Et combiné aussi parce que mine de rien tous ces pays en fait qui en sont pas forcément au même stade de développement capitaliste, ils restent très étroitement en lien les uns avec les autres. Et en fait, par exemple, quand les capitalistes ils investissent massivement dans un pays dit peu développé, en fait, il y a un truc qui se passe, c'est que dans un même pays, tu peux avoir une grande industrie qui se développe, quoi, et à côté, par exemple, des zones plus rurales où les anciennes formes de production elles sont conservées, ce qui crée des écarts énormes, quoi. Et en fait, ce développement inégal et combiné va créer des frictions. Par exemple, la friction entre le Maroc et l'Espagne au niveau notamment de l'enclave de Melilla dont on a parlé tout à l'heure. Et en gros voilà, ça va faire que l'Espagne, qui a un développement économique et des droits démocratiques plus importants que au Maroc, par exemple, en fait, ça fait qu'il y a plein de gens en fait qui veulent se déplacer du Maroc jusqu'à l'Espagne, et du coup voilà quoi, c'est là le principe de la friction. Donc pour ça ils vont passer par Melilla, l'enclave dont on a parlé. Et tout comme le capitalisme, il organise l'exploitation des travailleurs au niveau international. En fait, nous on pense aussi que la lutte des classes elle a pas de frontières, et que pour mener à bien en fait la révolution mondiale, on peut pas passer à côté de la nécessité en fait de construire un parti ouvrier à l'échelle mondiale. Donc pour notre part, on tente de construire aussi une organisation internationale en discutant de manière large en fait avec des organisations révolutionnaires du monde entier, à la fois sur des idées théoriques mais aussi sur des perspectives d'intervention concrètes. Par exemple, fin septembre 2023, cette année, notre parti en fait il s'est rendu au contre-sommet de Grenade dans l'État espagnol pour dénoncer en fait l'Europe forteresse des capitalistes et défendre en fait la perspective d'une Europe des travailleurs et des travailleuses. Et c'est aussi dans ce sens en fait que nous on souhaite se présenter aux prochaines élections européennes. En gros, l'action coordonnée en fait des révolutionnaires au niveau international, ça nécessite la construction d'un parti au niveau international. Pour conclure un peu tout ça, parce que on commence à être un peu long, on peut dire qu'en fait on réglera pas la question des frontières sans s'attaquer en fait au système capitaliste même et au traitement en fait inacceptable des migrants qu'ils y subissent dans ce système-là, quoi. Il n'y a pas de solution en fait acceptable sans renverser ce système qui organise les déplacements de population selon ses propres besoins. Il n'y a pas de solution acceptable sans renverser en fait ce système où les mêmes ravagent et exploitent les pays du Sud, font mourir en mer une partie de leur population et surexploitent ceux qui survivent sans jamais cesser de les réprimer.
En fait, bon, pour parler un peu aussi de ce que propose la gauche réformiste, en fait, il propose jamais de s'attaquer au cœur du problème, qui est le grand patronat français qui gère les manettes de l'immigration en fonction de ses besoins. Et l'idée que des bonnes lois ou une bonne politique migratoire pourrait, sans toucher à l'économie capitaliste elle-même, rendre le système plus humain, en fait, c'est carrément une utopie, quoi. Et préconiser telle politique de l'immigration qui serait meilleure qu'une autre, bah, c'est qu'un leurre, puisqu'il n'y a pas de bonne politique migratoire, fût-elle sincèrement réformiste, quoi. Mais s'il y avait en fait une nouvelle période de prospérité, on cesserait probablement de présenter l'immigration comme un problème. En tout cas, personne n'a de prise sur le fonctionnement chaotique de l'économie capitaliste. Et en période de crise, le capitalisme, bah, il continue en fait à appauvrir la partie sous-développée de la planète et par là même à pousser en fait à l'immigration une fraction de ses habitants. Et les États capitalistes, bah, ils peuvent bien multiplier les nouveaux murs ou les nouveaux rideaux de fer, se transformer en forteresses. Bah, en fait, ils pourront jamais empêcher bah, des vagues en fait de pauvres quoi, qui sont chassés de chez eux bah, par la misère ou par la guerre et qui viennent frapper à la porte là où est concentrée toute la richesse. Ils peuvent pas en fait, malgré toute leur armada répressive, leur police aux frontières, leurs murs, empêcher des hommes et des femmes bah, de traverser en fait ces frontières-là. La classe ouvrière, elle est internationale et l'idée même qu'une classe ouvrière strictement française pourrait exister, en fait, c'est pas tenable si on a en tête tous les mouvements de population évoqués précédemment. Et au-delà de l'idée qu'une classe ouvrière bah, qui serait en fait internationale par ses migrations, le capitalisme, il a créé un monde en fait qui n'est rien d'autre qu'une gigantesque chaîne humaine de travail, quoi. Et dans ce contexte où le nationalisme, il a toujours été une arme de division aux mains des patrons, contre la classe ouvrière, bah nous on y oppose en fait des perspectives de classe au niveau international. Et face aux politiques migratoires patronales racistes des gouvernements qui se succèdent et face aux fausses bonnes solutions d'une gauche de gouvernement qui ne fait que bah, gérer les affaires de la bourgeoisie, nous on affirme qu'il faut la régularisation de tous les sans-papiers sans distinction, ainsi que la liberté de circulation et d'installation la plus complète.